L'heure est-elle au changement ou à la continuité sur la première circonscription? À quelques jours du premier tour, ce sera samedi. On reçoit ce matin le député sortant Jean-Victor Castor, candidat à sa réélection et qui se présente face à Boris Joncksit, Yvan Goua, Jean-Yves Mirakov et Olivier Taoumi. Lors des élections de 2022, sa qualification au second tour s'était jouée à quelques 250 voix, puis était parvenu à rassembler largement durant l'entre-deux tours et battre à la fin Yvan Goua. Depuis, l'ancien secrétaire général du MDES est devenu député. Il souhaite aujourd'hui poursuivre le travail commencé il y a 2 ans. Jean-Victor Castor, bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions, Jean-Victor Castor. Est-ce que vous êtes un député légitime? Je vous pose la question parce que j'ai réécouté l'interview qu'on avait faite ensemble il y a 2 ans et dans laquelle vous disiez que, vu l'abstention, il faudrait créer un élan, une légitimité populaire finalement autour du député. Est-ce que vous l'êtes devenu finalement depuis votre élection? Alors, effectivement, c'est ce que j'avais expliqué pendant la campagne même. Et je m'étais engagé d'ailleurs à travailler donc à l'élargissement de cette adhésion, en engageant auprès de la population on va dire un travail de transparence, de clarification, d'organisation, de meetings, de rassemblements, tout le long de la mandature. Et ça, en fait, comme on dit chez nous, promettre à dette. Je pense que la population s'est rendu compte que le député Castor a respecté cet engagement. J'ai souhaité le faire aussi en binôme avec mon collègue Davy Riemann. Et en fait, nous avons réalisé tous les deux donc, ce programme, on va dire, de transparence politique, ce programme de cohérence politique, c'est-à-dire aussi le discours que nous tenons ici en Guyane, c'est le même que nous tenons aussi à Paris, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans l'Assemblée, etc. En fait, l'idée globale, c'était de redonner de la valeur, de la loyauté à la parole politique. Moi, j'ai toujours pensé que un élu politique, à partir du moment où il est constant dans ce qu'il dit, à partir du moment où il est sur le terrain et qu'il explique et qu'il participe à la prise de conscience, s'il le fait de façon très active et de façon très structurée, les gens peuvent comprendre en fait le débat politique. Tout devient accessible. Ne pas avoir un double discours entre la campagne et son mandat finalement. Ne pas avoir un double discours entre la campagne et son mandat, mais ne pas avoir, durant le mandat aussi, un double discours entre ce qu'on dit ici et ce qu'on dit là-bas. Voilà. Et donc, moi, je pense que cette crédibilité-là, elle s'est traduite par, dès le départ. Rappelez-vous, à l'issue du scrutin, en 2022, ce grand rassemblement que nous avons organisé tous les deux, donc à la ferme Jules Marot, où des milliers de personnes se sont déplacées. Ensuite, on l'a poursuivi avec différentes réunions. Et puis, les 2 grands rassemblements que nous avons organisés au Jardin Botanique et au coin de la Transportation, où des milliers de personnes se sont massées pour venir écouter, entendre et aussi débattre avec nous. Ce qui a marqué, et on va continuer là-dessus, ce qui a marqué vos 2 années en tant que député, c'est l'unité que vous avez affichée avec Davy Riemann. Évidemment, il y a le symbole qui est fort de voir les 2 députés guyanais qui sont pas forcément à 100% sur la même ligne politique, et c'est normal, mais parler ensemble, donner des meetings communs, travailler aussi côte à côte sur un certain nombre de sujets et avoir une stratégie commune. Là, je pense évidemment à la venue d'Emmanuel Macron en Guyane il y a quelques mois. Pour quelle efficacité, à quel point ça profite à la Guyane d'avoir 2 députés qui travaillent ensemble, Jean-Victor Castor? Mais en fait, on a répondu à une demande. Ça fait très longtemps que les Guyanais, que les habitants de Guyane demandent aux élus de s'entendre, en fait. Et moi, je vous le dis, je le répète, à l'issue du scrutin en 2022, j'ai pris ma voiture, je suis monté rencontrer Davy chez lui et on a discuté très longuement sur comment on pourrait répondre à cette demande de la population. Je le dis très clairement, il y a des divergences entre Davy Riemann et moi sur un certain nombre de sujets. Mais on s'est dit que, bon, on va écarter ces divergences-là, ou alors on va les approfondir, on va essayer de voir quels sont les points de rencontre, et puis tous les points, les nombreux points sur lesquels nous sommes d'accord, et bien qu'on mette toute notre énergie ensemble pour pouvoir le faire. Et en fait, c'est quelque chose qui a été construit, basé, c'est presque un pacte en fait qu'il y a eu entre Davy Riemann et moi-même. Et c'est la raison pour laquelle moi je souhaite vraiment que tous les 2 nous soyons reconduits, parce que c'est un travail qu'on a entamé, c'est
c'est un pacte entre nous deux, mais c'est un pacte aussi avec la population. Et on souhaite le respecter jusqu'au bout du mandat. C'est plus facile quand on va à Paris discuter avec les autres parlementaires ou même avec le gouvernement, d'être justement côte à côte. C'est évident. Moi, je pense que c'est évident. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'expliquer à la population. Les gens ont bien compris qu'à chaque fois que la classe politique guyanaise est divisée, de toutes les façons, on est moins fort. Parce que les gouvernements, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, historiquement, chaque fois qu'il y a une faille, ils profitent pour pénétrer dans la faille et ensuite nous dire vous n'êtes pas tout à fait d'accord entre vous, prenez le temps de l'être et puis revenez. C'était la raison pour laquelle je vous avais posé cette question. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Victor Castor, à vos adversaires qui critiquent votre manière de faire, surtout vis-à-vis du gouvernement? Je vous demande pas ça pour qu'on tombe dans la petite phrase d'attaque personnelle, mais pour avoir votre avis finalement sur la meilleure manière selon vous d'être un député guyanais. Non, mais de toutes les façons, c'est quoi l'attaque? C'est que David Riemann et moi-même, que nous avons une détermination qui est sans faille, quand nous parcourons donc les ministères, quand nous avons des réunions de travail avec les ministres, quand nous nous exprimons à l'Assemblée nationale, quand nous sommes dans les commissions de travail, que ce soit les commissions on va dire permanentes ou que ce soit des missions particulières, une mission d'enquête ou comme la mission avec le rapport spécifique sur la Guyane que j'ai initié, c'est une énergie avec un cap, quoi. Et le cap, on ne le lâche pas. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète, et tous ces chantiers qui sont ouverts, il faut nous permettre de les poursuivre. Le chantier du désenclavement, le chantier de la restitution des terres, le chantier d'une économie, enfin du développement d'une économie endogène, qu'on cesse d'être une économie sous perfusion, qui dépend donc de ces conteneurs qui arrivent en Guyane. On a l'accès à nos ressources. Et tout le monde a pu entendre, a pu voir le travail qui est entamé dans ces différents domaines. Le rapport d'ailleurs en question que j'ai initié, donc il en fait la synthèse en fait, avec les 12 préconisations. Et moi je pense que les Guyanais ont très 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 bien compris. Ce n'est pas pour rien. Vous savez, au début de cette campagne, dès qu'il y a eu la dissolution, j'ai reçu plein d'appels de personnes qui m'ont dit mais Jean-Victor, moi je suis déjà en campagne. Je suis déjà en campagne parce que voilà, c'est pas parce que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. Nous, on vous a mis en place pour 5 ans. Vous devez terminer le boulot. Vous nous avez respecté, vous nous avez redonné de la dignité, vous avez fait en sorte que la Guyane soit respectée, qu'elle soit entendue dans cette Assemblée, qu'on puisse pas, c'est pas par retour de personne. On l'a vu, on l'a entendu, et voilà. Alors sur la question de l'efficacité. Alors déjà, efficacité d'avant, on peut se poser les questions. Des anciens parlementaires, vous voulez dire? Moi, je ne jette pas la pierre. Je dis que on est face à un système qui est bien rodé. Donc, on n'a pas menti à la population. Rappelez-vous, on a dit qu'on allait tenter et on allait faire différemment. Donc, en fait, là aussi, les gens qui parlent de bilan, mais en fait, un bilan, on le fait en fonction de ce que vous avez annoncé. Et moi, je mets au défi quiconque de dire que j'ai annoncé des choses en termes de méthode, en termes d'approche, en termes justement de relations, de création de ce rapport de force. Tout ça, ça a été dit pendant la campagne électorale. Je ne l'ai pas dit après. Je l'ai dit pendant la campagne, avec le risque même de perdre des électeurs, en fait. Moi, j'ai voulu être loyal vis-à-vis des gens, d'être, clair. Et puis, bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne votez pas pour moi. Bon. L'État français nous accule, il faut que la Guyane accule à son tour l'État français. Je me souviens, c'était cette phrase que vous aviez prononcée il y a 2 ans. C'est pas nous qui cherchons le rapport de force. Le rapport de force, les gens le vivent tous les jours. Vous allez, l'ONF impose un rapport de force systématique aux agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui, quand ils demandent donc des pistes qui soient entretenues, etc., pour pouvoir donc accéder à leurs champs, ils sont confrontés à cette ONF. Vous voyez tous les projets en fait qui sont sortis et qui posent problème parce que sur un territoire aussi grand, on est incapable en Guyane de mettre en place des projets dans des zones où il n'y a pas de contraintes, de difficultés de voisinage. Que ce soit l'ISDN avec Dilo, que ce soit la CEOG, enfin tous les sujets, que ce soit donc la prochaine usine thermique au Larivo. En fait, on est toujours dans des situations qui sont des situations qui posent problème sur un territoire qui est immensément grand. Et pourquoi? Parce que c'est l'ONF, l'État dans l'État, qui décide en fonction des projets d'installer, c'est à tel endroit, etc. Mais ça, tout le monde sait que nous sommes dans une bataille
permanente avec l'ONF. Et quand je dis avec l'ONF, c'est pas localement, hein. C'est y compris avec la direction générale de l'ONF. Hein. Et sur ce point-là, Jean-Victor Castor, député depuis 2 ans, est-ce qu'il a pu faire quelque chose, finalement, avancer sur ce dossier-là, peut-être un petit peu plus que ce que vous étiez auparavant au MDES? Mais bien sûr, parce qu'en fait, là, quand on parle des projets existants, vous avez vu qu'on a une classe politique qui est majoritairement pour, malheureusement. Donc, on n'est pas, quand je dis la Guyane n'est pas en position de force pour s'y opposer, parce qu'on a des élus qui sont pour. Bon. Mais c'est pas parce qu'ils sont pour, si nous on voit qu'il y a un problème, qu'on dira que nous sommes pour. Nous pointons du doigt le fait que l'ONF impose un certain nombre de choses. Si certains élus ne veulent pas le faire, nous le faisons. Donc, ça diminue l'efficacité, évidemment. Mais je vais prendre un exemple, la question de l'oléoduc. C'est un sujet qui est clivant. Donc, on le rappelle, l'oléoduc qui doit alimenter la centrale du Larivot depuis Degradé-Cannes. Moi, j'ai eu une position qui a été très claire depuis le début là-dessus, que ce soit sur la centrale thermique, de son emplacement, et que ce soit donc la question de l'oléoduc. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Alors, tout le monde dit, ouais, mais il faut la centrale thermique parce qu'on ne veut plus qu'il y ait de blackout ou de coupure d'électricité, etc. Mais en même temps, personne ne se pose donc du risque létal d'un trajet. Enfin, il faut que les gens se rendent compte que le trajet de l'oléoduc passe y compris sur la route nationale, enfin la route qui amène à Degradé-Cannes, où vous avez des camions avec des conteneurs qui passent régulièrement là, et ça passe juste à côté en fait. Et personne ne parle de l'état du réseau aussi, EDF, qui est, on le sait évidemment, à l'origine de nombreuses coupures. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est d'ailleurs le principal problème qu'on a en Guyane en matière d'électricité, c'est lié au réseau donc de transport et de distribution, et pas vraiment de production. Donc en fait, ça aussi, en fait, on essaie de remettre les choses à l'endroit. Et à un moment donné, en fait, ce résultat-là, il va arriver. Il va arriver à force justement de constance. Mais si après 2 ans, en fait, on nous coupe les ailes et puis on nous dit, on va mettre d'autres personnes, etc., et que les chantiers, on les continue pas, alors que le mandat, il était de 5 ans, en fait, très sincèrement, moi, je pense que la population, elle a très bien compris. Et je veux dire aussi sur la question de l'efficacité. Je veux tordre le cou à nouveau à des paroles qui sont presque, comment les jeunes disaient, sans sens, en fait. Hein. Le nombre de réunions qu'on a pu avoir avec les ministres sur des sujets, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'énergie, que ce soit les questions de transport, les questions de désenclavement, les questions qui sont liées tout simplement au coût de la vie, à la cherté de la vie, la participation permanente, que ce soit en présentiel dans les réunions de la commission d'enquête dont M. Adjar était le rapporteur, ou que ce soit en visio, c'est-à-dire s'il fallait se réveiller à 4h du matin ou à 5h du matin, voilà, il y a une présence en fait. Et chaque fois que c'était important, eh bien, on a pointé du doigt tous les problèmes en fait. Et la décision, les décisions qui seront prises, elles seront prises sur la mandature. Autre chose, tout le monde sait qu'on a changé de ministre à chaque fois en fait. Et je ne parle pas que du ministère de l'Outre-mer. Je parle de tous les ministres, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, etc. En fait, M. Macron s'est amusé à faire tourner ses ministres pour essayer de déstabiliser tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, ce n'est pas que les territoires dits d'outre-mer. Hein. Ce sont tous les groupes d'opposition. On a M. Macron, en fait, il s'amuse qu'à ça, en fait. Et ça veut dire très concrètement, pour que tout le monde comprenne finalement que vos relations en fait, de personne à personne, elles sont un peu plus difficiles. Mais à chaque fois, vous devez recommencer le boulot parce que vous avez un nouveau ministre et puis parce que vous avez aussi donc, de nouveaux cabinets. En fait, c'est ça, en fait. Mais la différence qu'il y a, c'est que nous, on a une telle détermination, c'est que même si vous changez de ministre, tous les dossiers, par exemple, je vous donne un exemple très simple. On écrit, on participe aux réunions. Si ils ne veulent pas faire la réunion de synthèse, nous, on renvoie le courrier avec la réunion de synthèse. D'accord ? Et en fait, ça nous permet d'avoir donc, de la continuité dans tout ce qu'on fait. Moi, la question que je me pose, Jean-Victor Castor, c'est, comment dire, quand on est comme vous, construit intellectuellement pour penser des sujets assez énormes comme l'émancipation, la décolonisation, l'indépendance, les ressources de la Guyane, et qu'on se retrouve à être seulement, entre mille guillemets, députés assiégés dans une assemblée où j'apprends rien à personne, non seulement les débats ils sont assez pauvres, mais en plus de ça, l'incidence réelle sur les problématiques guyanaises, elle est quand même assez faible. Est-ce que vous vous dites, je suis à la bonne place pour faire avancer les choses? Alors déjà, parce que vous avez parlé d'indépendance, je sais que tout le monde aime bien parler de ça.
là aussi, j'ai été très clair pendant la campagne en 2022. Mon mandat, ma campagne électorale, j'ai dit que Jean-Victor Castor, tout le monde sait de quel parti il est, il l'assume. Deuxièmement... Mais que vous vous inscriviez dans le processus d'autonomie qui était lancé. Très clairement. C'est-à-dire que vous avez 2 fois, à 2 reprises, un vote unanime des élus de la Guyane qui disent qu'ils veulent une autonomie la plus large dans le cadre d'un article propre dans la Constitution et donc dans la République française. Non, mais j'ai parlé d'indépendance, pas pour vous lancer sur le sujet, mais pour dire voilà, que vous réfléchissiez à ce genre de thématique-là et que finalement le rôle de député, parfois, il pouvait paraître en deçà de ce que vous désiriez pour la Guyane. Mais les habitants de la Guyane, ils veulent une indépendance énergétique ou pas? Une sécurité énergétique ou pas? Les habitants de la Guyane, ils veulent une indépendance en matière de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire ou pas? Les habitants de Guyane, ils veulent valoriser leur culture, leur langue. Ils veulent qu'on apprenne à leurs enfants l'histoire, la géographie, le bassin amazonien. En fait, tous ces espaces de souveraineté-là, c'est-à-dire qu'on veut tous partir à la conquête de ça. Moi, j'interroge parfois des journalistes, je leur dis, mais vous êtes contre, en fait, qu'on atteigne une souveraineté alimentaire? Non. D'ailleurs, ce sont des débats que vous avez en France, la souveraineté alimentaire. En France, vous avez vu le débat suite aux mobilisations du monde agricole. C'est essentiel, en fait. Mais tous ces espaces de souveraineté-là, en fait, ça crée et ça nous ramène à ce que nous sommes sur un territoire qui a 700 km donc, de frontière avec le Brésil et qui est incapable d'avoir donc des relations nourries avec ce territoire, alors que c'était le cas avant. Mais du coup, je reformule ma question. Est-ce que sur ces sujets-là, vous n'êtes pas frustré finalement de ne pas pouvoir aller jusqu'où vous avez envie d'aller? Je ne suis pas frustré dans la mesure où c'est un engagement qui a été clair vis-à-vis de la population. Donc, du coup, pour revenir sur la question de l'évolution statutaire, mon engagement dans le processus, il a été visible. Il a été visible et je le rappelle, dans le rapport sur la mission Guyane, vous retrouvez la question donc de l'autonomie de la Guyane. Alors qu'on pourrait penser que l'aménagement du territoire, qu'il n'y avait pas lieu d'en parler. Et je peux vous dire que ça a été âpre avec les discussions entre les 4 rapporteurs, dont le président de l'Assemblée, M. Jean-Marc Zulesi, qui, pour lui, c'était une difficulté majeure d'introduire dans le rapport la question de l'autonomie, alors que le président de la République lui-même avait une position qui n'était pas très claire là-dessus. Et au départ, il n'a pas du tout souhaité. Mais la façon dont les auditions, lors de sa venue ici en Guyane, ont été menées, au-delà même des politiques, il s'est rendu compte que les décisions parisiennes n'avaient pas de sens. Par exemple, c'est quelqu'un qui a voté et qui a argumenté pour la mise en place de la ZAN en Guyane. Donc le zéro artificialisation nette des terres. Et en fait... Et qui était inapplicable. Et qui est absurde même en Guyane. C'est un non-sens. Et en fait, je vais simplement dire aux gens une chose. Nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale. Nous avons discuté et nous avons réussi à convaincre les membres de notre groupe de GDA. Nous avons réussi à convaincre le président, donc M. André Chassaigne. Tout de suite, il a compris lui-même et il a dit, écoute, Jean-Victor Edévy, je m'arrangerai, puisque je parle de l'Assemblée nationale, je ne parle pas du gouvernement. On fera venir la présidente. On l'a fait en quelques mois. D'ailleurs, nos collègues des autres territoires d'outre-mer disaient, mais comment vous avez fait ça? Bon, alors les gens vont dire, oui, mais bon, ils viennent en vacances, etc. etc. C'est pas trop mon truc, en fait. C'est pas trop mon truc. Mais comme je l'avais expliqué aussi pendant la campagne, c'est que ces gens-là ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, en fait. Oui. Voir directement la réalité guyanaise. Voir directement la réalité. Jean-Victor Castor, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps malheureusement, je le précise, même si tout le monde le sait, vous avez reçu le soutien du nouveau Front Populaire, donc l'Union de la Gauche pour ces élections. Ils ont dévoilé leur programme il y a quelques jours. Il y a beaucoup de choses. Je renvoie d'ailleurs tout le monde au programme pour aller le lire directement. La recherche, je cite, la recherche d'un projet d'accord global qui engage un véritable processus d'émancipation et de décolonisation sur le territoire, l'enseignement des langues régionales, lutte contre les situations de monopole, réglementation des tarifs des billets d'avion. Vous en pensez quoi de ce programme? Désenclavement. Il y a même une phrase spécifique pour la Guyane, désenclavement routier et ferroviaire. Donc en fait, oui, moi j'ai participé à l'élaboration. Alors tout ça s'est passé très rapidement, donc on ne va pas tout retrouver là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que le temps est très court, moi je suis obligé d'inviter donc les personnes ce mercredi à 26 juin
au Carrefour Paulina. Bon, les gens diront, mais le député Castor, le Carrefour Paulina, il en a fait son QG de campagne. C'est presque ça en fait. Et à partir de 19h, on va faire un format plus court, de 19h à 21h. Et justement... Un format plus court. Ben ça, on va terminer à 21h parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Mais les gens pourront, la cellule communication donc, de ma campagne a réalisé un film documentaire sur l'action du parlementaire Jean-Victor Castor pendant ces 2 ans. Donc les gens auront, pendant près de 20 minutes, 25 minutes, les gens pourront donc voir tout ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est une sorte de récap. Deuxièmement, c'est un moment d'échange. Parce que jusqu'à maintenant, c'était des meetings, des rassemblements où voilà, c'est moi qui parlais ou d'autres personnes, des témoignages, etc. Là, vraiment, les gens pourront poser toutes les questions, y compris les questions que vous-même, en tant que journaliste, vous pourrez venir, si vous voulez, nous poser des questions. Mais en tous les cas, ce sera un moment extrêmement fort, juste avant donc, le vote du samedi 29 juin. Pour voir la réalité du travail pour poser les bases de la victoire. Merci beaucoup Jean-Victor Castor. On a déjà dépassé le temps imparti. Malheureusement, on est contraint de respecter les temps de parole, les mêmes temps de parole pour tous les candidats. Bonne fin de campagne. Voilà, une campagne dynamique. Voilà, et je remercie vraiment. Il y a énormément de personnes qui font campagne sur la Circo et je suis vraiment fier du travail qu'on a fait. Et j'invite d'autres personnes encore à venir s'associer à nous. Bonne journée. Mais je pense que ça se voit.